Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Amour, Plume et Beauté. Et oui, aujourd'hui nous allons voir ce qu'il va advenir de certains oiseaux. Est-ce que la femelle va rester avec son mâle? Est-ce qu'elle va le trahir? On va voir tout ça ensemble. Alors, comment ça va Sophie? C'est qui les concurrents du coup dans Amour, Gloire, Plume et Beauté C'est compliqué. Ce sont des mérions de Lambert. Oh, Des oiseaux d'Australie. Mm-hmm. Eh oui, évidemment. C'est joli les mérions d'habitude en plus. Mais c'est un magnifique oiseau. Bah, je savais pas qu'il était aussi beau que ça. Mm-hmm. Bon, il sera évidemment en miniature sur comment dire sur l'épisode, mais j'ai une petite préférence pour lui quand même par rapport au Mérion Superbe. Et Dieu sait que le Mérion Superbe est magnifique. Ben, il est superbe. De son nom. Évidemment. Il n'est pas magnifique, il est superbe. Mais non, voilà, on parlera, je pense, dans la première partie, de couples reproducteurs avec plusieurs, on va dire, femelles et plusieurs mâles. Ça va être assez passionnant à décortiquer ensemble. Et toi, Sophie, tu nous parles de quoi cette semaine? Eh ben, je vous parle de Fiente. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Écoute, je ne sais pas. De temps en temps, il faut parler des choses. Voilà. On va faire de l'engrais, on va... Eh ben oui, notamment. Ouais. Notamment. Ah bah parfait, voilà. Un tutoriel, voilà, comment fabriquer de l'engrais. Indice, vous avez besoin d'un oiseau pour les fientes. Indice, vous avez besoin... Alors non, ne capturez pas le moineau de votre jardin ou le rouge-gorge ou que sais-je encore. Déjà parce que c'est interdit par la loi. Et puis parce que vous obtiendrez pas énormément non plus de guano, donc... Oh, tout de suite. Voilà, à bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était un plaisir. On vous fait des tutos YouTube maintenant. Allez, est-ce qu'on met ça en image ou pas? il faut bien gagner des abonnés, Sophie, tu sais, hein, c'est comme ça que ça marche. Oh mon Dieu. Pour ceux qui découvrent cette émission bizarre, on parle donc d'oiseaux, Sophie et moi, toutes les semaines, de nos découvertes ornithologiques. Et on commence toujours par les sujets qu'on aurait pu évoquer, mais qu'on n'évoquera pas, parce que ce sont des sujets que finalement on choisit un peu pêle-mêle lors de cette semaine. Je vais commencer, Sophie, par peut-être l'une des expériences les plus incroyables de l'année. Sérieusement. Avec une expérience menée à l'université de Glasgow qui ont permis à plusieurs espèces, des chats, des chiens, mais aussi des oiseaux, et c'est ce qui nous intéresse, bien sûr, de profiter d'appels vidéo et audio. Sérieusement. Et donc, du coup, c'est une collaboration avec une autre université des États-Unis. Ça a été présenté lors du British Science Festival de Liverpool. Et concrètement pour les oiseaux, on donnait la possibilité à l'oiseau pendant environ 3 heures de pouvoir discuter entre guillemets avec un ami. Donc un écran tactile lui était présenté et les oiseaux avaient une petite liste de contacts qu'ils pouvaient avoir et en fonction du contact qui était choisi, les oiseaux interagissaient ensemble. Alors chaque appel pouvait durer jusqu'à 5 minutes, donc à chaque fois on renouvelait l'appel au bout de 5 minutes avec un autre oiseau, voire le même. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait différentes interactions qui avaient lieu entre ces différents oiseaux qui s'observaient par écran interposé, allant du lissage des plumes à des jeux avec des jouets, à des échanges bruyants. C'est incroyable quand même. Ok. Et la conclusion de l'étude, conclusion en tout cas de l'article, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui a été présenté à un festival il n'y a pas très longtemps, c'est que les oiseaux qui avaient interagi avec leurs semblables étaient plus heureux que lorsqu'ils interagissaient avec leurs humains. Ah ouais. Et comment est-ce qu'ils mesuraient ça? Voilà. Je sais pas du tout. C'est un article du Financial Times qui est assez succinct sur la présentation qui a été réalisée.
Donc je suppose qu'on aura une étude qui sortira d'ici quelques semaines ou quelques mois pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que c'est l'avenir qui se joue peut-être. Peut-être l'avenir même de la conservation qui se joue, Sophie. Puisque peut-être que ça permettrait de faciliter peut-être la reproduction ou en tout cas l'intégration de certaines espèces animales, pas forcément que d'oiseaux, dans des enclos ou dans des endroits un petit peu plus fermés. Donc... D'accord. Du coup, comment est-ce qu'on appelle ce logiciel? Bird Teams ou alors SkyPewPew SkyPewPew, c'est peut-être un peu mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu de mots? Discuit-cuit? Discuit-cuit, ça marche pas mal. Discuit-cuit. Ça fait un peu biscuit. Hein. C'est vrai. Donc voilà, malheureusement, bon, l'article, comme je vous l'ai dit, du Financial Times est assez évasif sur le sujet, mais c'était quand même assez incroyable de lire ça. Moi, je suis tombé de ma renverse lorsque j'ai vu ça. Et à mon avis, ça, comme on le dit chaque semaine dans le courrier de la Sterne, il y aura, à mon avis, tout un tas d'études à faire pour justement déterminer tous les possibles de genre d'interaction. Voilà. C'est trop bien. Ok. Bon, super. Maintenant, les oiseaux discutent comme nous par écran interposé. Écoute, voilà, on va leur mettre WhatsApp la prochaine fois et puis on verra bien ce qu'ils se disent. Oh là là, ça serait trop bien. Mon Dieu, oh le bordel. Moi, de mon côté, j'ai des nouvelles qui sont un poil moins bonnes. Est-ce que tu connais ce qui s'appelle le Roadless Rule aux US, qui concerne notamment les réserves naturelles? Non, mais je suppose que ça a à voir avec l'administration Trump. Eh ben oui. Alors, Quelle surprise. Quelle surprise. Alors en gros, vous avez des réserves naturelles aux US, il y en a beaucoup, ça représente quand même une bonne partie du territoire, et dans à peu près 30% de ces réserves naturelles, qui sont notamment des forêts, vous avez une règle qui s'appelle donc la Roadless Rule, qui traduite directement serait la loi ou la règle sur le fait qu'il n'y ait pas de route construite dans ces réserves naturelles. Donc cette règle a été votée en 2001 et elle concerne 30% des réserves naturelles aux US, ce qui est quand même pas mal, ça fait seulement 2% du territoire US au total, vous allez me dire, mais 2% du territoire US, ça fait quand même 30 millions d'hectares. Donc on est quand même sur un truc qui est pas si mal, et le problème, c'est que dernièrement, il y a eu une proposition de loi qui est en train de se faire sur le fait de révoquer cette règle dans ces réserves naturelles pour y faire passer des routes. Alors, 2-3 soucis avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces pour lesquelles des routes, ou quelles que soient les autres activités humaines d'ailleurs, sont particulièrement délétères parce que ce sont des choses qui vont soit mettre en danger la reproduction, soit les empêcher de fonctionner normalement. Et donc c'est des lieux dans lesquels ces espèces-là ne pourront plus aller, ne pourront plus se reproduire parce qu'elles en seront particulièrement dérangées. Souvenez-vous que beaucoup d'espèces sont déjà dérangées par le simple fait d'aller se balader en forêt, même sans aller jusqu'à faire de route. Rien qu'aller faire une marche avec son chien en forêt, c'est déjà un problème pour pas mal d'espèces. Donc imaginez rajouter une route par-dessus ça, sans compter que, même quand on parle pas des oiseaux, on parle d'autres espèces comme les hérissons par exemple, une route c'est quelque chose de très dangereux, parce que quand il s'agit de traverser, il y a souvent des morts. Donc, c'est pour ça que cette règle avait été mise en place. Et la révoquer maintenant, ce serait perdre tous ces espaces naturels qui servent notamment à la conservation des espèces les plus sensibles et des espèces qui sont généralement en voie d'extinction ou de disparition. Donc voilà. Alors, il y a une pétition, je crois, qui a été mise en place sur le site d'Audubon pour aller donc se lever contre cette proposition de loi. Alors évidemment c'est seulement les gens qui habitent aux US qui vont pouvoir participer parce que les autres n'ont pas vraiment voix au chapitre, c'est normal. Mais voilà, en tout cas il y a des choses qui se mettent en place pour essayer de contrer ça. Plus d'infos aux prochaines nouvelles peut-être, on verra. Mais en attendant, c'est pas dit que ça passe, on peut attendre un petit peu. Bon, moi de mon côté, je vais vous parler du bulbul des jardins. Est-ce que tu connais le bulbul des jardins ? On avait parlé de lui, du bulbul déjà.
non ? Il me semble. Hein. Alors, il y a différentes espèces de bulbules, donc avec très très mignon, avec sa longue queue et sa petite crête noire. Certains ont croupion jaune, c'est très mignon. Et du coup, le bulbule des jardins, il est le sujet d'une étude sur la mue des oiseaux, et en l'occurrence, bon, je pense que c'est un peu enfoncer les portes ouvertes, mais vaut mieux le dire que pas le dire du tout. En l'occurrence, lors de la période de la mue, le régime alimentaire du bulbule varie beaucoup, et avec beaucoup plus d'items différents dans sa nourriture, en l'occurrence des arthropodes en plus, et aussi certaines plantes qu'il va manger spécifiquement à cette période-là. Et les chercheurs pensent évidemment que lors de la mue, on a besoin de beaucoup plus d'énergie, et cette étude a prouvé que effectivement c'était le cas, et qu'en l'occurrence, si on nourrissait des bulbules à cette période-là avec le régime alimentaire qu'ils avaient le reste de l'année, en fait les plumes qu'ils produisaient étaient beaucoup plus cassantes et donc ne pouvaient pas tenir une année complète, tout simplement. Donc c'est aussi une question de bonne santé de l'oiseau et surtout de la solidité des plumes et donc de survie au final. Donc à cette période-là de l'année, ils ont besoin de nourriture un peu différente. Et ça rejoint un petit peu les études qu'on a aussi sur les petits oiseaux, cette fois-ci sur les poussins, qui ont généralement un régime alimentaire différent de celui des parents, parce que c'est des périodes où les oiseaux grandissent très très vite et qu'ils ont généralement besoin de plus de protéines. Voilà. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as une dernière information, Sophie, à rajouter ? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette Rétro Piu Piu. On va désormais parler du Mérion de Lambert, juste après ça. Le Mérion de Lambert, magnifique oiseau, bleu électrique au niveau de la tête, queue bleue et blanche, face noire. Il rappelle un peu le rouge-gorge, mais beaucoup plus coloré. Et puis aussi des épaules rousses. Voilà. Donc il y a vraiment un contraste entre le haut du corps qui est très très coloré et le bas du corps qui l'est beaucoup moins. Et comme les autres mérions, eh bien c'est un oiseau qui se reproduit de manière coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que plusieurs individus contribuent à l'élevage des petits. On avait parlé des helpers dans sans doute de précédentes émissions. Donc ces oiseaux qui aident justement les parents à mener à bien leur nidification. Donc généralement ce sont des jeunes de l'année précédente. Et en échange, ces jeunes vont apprendre justement les rudiments, les bases de comment fabriquer des nids, les endroits où on peut trouver les insectes pour nourrir les petits, etc., etc. Mais on a aussi chez d'autres oiseaux des coopérations beaucoup plus larges qui englobent plusieurs individus et pas forcément que des jeunes. Et c'est le cas chez le mérion. Alors chez les mérions, on a généralement un couple dominant qui est composé de plusieurs auxiliaires. Chez le Mérion de Lambert, c'est assez différent, puisqu'on a plusieurs couples reproducteurs qui peuvent être aidés par plusieurs auxiliaires. Donc il n'y a pas un seul couple dominant chez le Mérion de Lambert, il y en a plusieurs, et les auxiliaires vont tourner autour de ce couple dominant pour apporter de la nourriture, pour éloigner des prédateurs par exemple, ce genre de choses-là. Alors récemment, on a constaté que cette espèce, donc le Mérion de Lambert, présentait un taux élevé de reproduction multiple, 47% des groupes sociaux par rapport à d'autres espèces de mérions où les groupes comprenaient 2 femelles reproductrices ou pas. Mais il y a une question, Sophie. Pourquoi il y a plusieurs femelles reproductrices dans un groupe ? Ça, c'est une question assez intéressante. Pourquoi justement les femelles reproductrices se joignent à des groupes déjà établis ? Et surtout pourquoi les femelles reproductrices ne sont quasiment jamais apparentées génétiquement au groupe en question. Parce qu'on pourrait se dire, il y a de la parenté génétique, comme je l'ai expliqué avec les jeunes, ce qui n'est pas le cas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des observations. On a fait des observations de terrain dans le sud-ouest du Queensland. Décidément, on est beaucoup en Australie en ce moment. Désolé. Oui, c'est pas mal, ouais. Et donc la reproduction de l'oiseau, elle a été étudiée, et elle est même étudiée depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans.
Puisqu'il faut savoir que le mérion de Lambert est l'oiseau qui est central dans un programme de suivi. Et c'est un programme de suivi qui permet même de reconnaître individuellement les oiseaux, puisque les individus sont équipés d'une bague de plusieurs couleurs. Donc il y a une bague à la patte qui est donc d'une couleur unique, et une autre bague de couleurs qui a un panaché de couleurs plus ou moins différents. Et donc c'est grâce à cette différence que les chercheurs peuvent justement déterminer l'individu qu'ils ont observé. Et donc on va être entre le 11 octobre 2024 et le 18 octobre 2024 où les chercheurs vont découvrir finalement une des raisons, encore une fois j'insiste bien sur une des raisons, qui pousserait certaines femelles à rejoindre des groupes subsidiaires plutôt que de former leur propre groupe, ou en tout cas leur propre couple avec un autre mâle. Donc le chercheur, alors attention, c'est là que ça va démarrer entre amour, plume et beauté. Pourquoi ? Parce que les oiseaux ont des noms. Voilà, alors ils ont des noms un peu bizarres, mais les oiseaux ont des noms. C'est justement parce que ces oiseaux ont des noms que c'est un petit peu compliqué à suivre, donc je vais largement dérouler ce qui va être fait dans l'étude, et puis ça va nous permettre de mener aux conclusions qu'on va vite voir arriver, Sophie, puisque c'est présent directement au niveau du 11 octobre. Donc, le chercheur qui a observé ce mérion de Lambert, il a observé une femelle. Cette femelle, elle s'appelle Osos, d'accord ? Et Osos, elle a nourri un autre mérion de Lambert, cette fois-ci un jeune, qui s'appelle Cal. D'accord ? Jusque-là, ça va. Alright. Avant ce nourrissage, Osos, donc la femelle qui nourrissait Cal, était la femelle principale d'un couple qu'elle menait avec Calo. D'accord ? Donc Osos et Calo étaient ensemble. Sauf que, la nidification précédemment, c'est pas très très bien passé parce que les oiseaux ont essayé de se reproduire à 2 reprises et les tentatives de nidification étant infructueuses, Osos a décidé de rejoindre le groupe social dans lequel Cal était élevé. Sauf que Osos n'est pas la femelle principale de ce groupe, c'est une femelle secondaire, puisque le groupe est composé de ISRW, ISRW, bien sûr, voilà, qui est donc l'un des 2 mâles de Sébi. Comment dire ? Non, pardon. Sébi, c'est l'autre mâle. En fait, il y a 2 mâles. Donc, ISRW et Sébi sont 2 mâles de la femelle dominante qui s'appelle Begb. Et donc, c'est par femelle dominante, en fait. Voilà. Donc, la femelle dominante Begb a bien 2 partenaires. Et Osos a rejoint ce groupe composé donc de la femelle dominante Begb, d'accord ? Et donc du coup, ce qu'ils ont observé, c'est le fait que Osos nourrissait Cal, qui est donc le petit de, si tu as bien suivi Sophie, Begb. Oui, d'accord, avec l'un des 2 voilà. mâles, du coup. Exactement. Et donc, première hypothèse, ou première chose intéressante à resituer dans cet imbroglio de noms et d'oiseaux en tout genre, c'est que la femelle qui était censée avoir une reproduction avec le mâle, voyant cette reproduction ne pas marcher, a décidé de rejoindre un autre groupe. Voilà, ça c'est la première conclusion qui a été tirée au niveau du 13 octobre. Mais maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est quand même de savoir ce qu'il est advenu aussi de notre cher ami Calo. Voilà. Et Calo, justement, il va être vu le 13 octobre. Et donc, à 70 mètres du lieu où il y a eu les échanges de nourriture entre Osos et Cal étant, je rappelle, le jeune qui est de Begb, mais qui est nourri par Osos. J'espère que c'est très clair, d'accord ? Bien sûr. Voilà. Il s'avère que Calo a été observé, et il a été observé en suivant le groupe de 5 oiseaux, mais il n'a jamais interagi avec le groupe de Begb, et donc par extension, le groupe d'Osos. D'accord ? Ce qui signifie que les 2 groupes étaient plus ou moins séparés. Alors l'autre conclusion qu'on peut apporter, c'est, dans cette observation,
les deux oiseaux ont rompu, puisqu'il n'y a aucune interaction qui s'est effectuée entre la femelle et le mâle. D'accord. Ok ? On arrive au 18 octobre, puisque on observe donc Osos en train de lisser Sébi. Ok ? Donc Sébi, je rappelle, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, qu'il s'agit d'un des mâles de Begb. Ok. D'accord ? Et Osos a été également a été observé en train de lisser Cal. D'accord ? Cal, qui c'est ? Je rappelle un petit peu tout ça. C'est le petit de Begb. D'accord ? Ok. Donc ça, c'est des observations qui ont été observées. Et maintenant, la véritable question, c'est de savoir ce qui est advenu de Calo. Puisque, comme on l'a dit, Calo faisait bande à part avec un autre groupe, et voir un petit peu s'il y avait des interactions entre les différents oiseaux. Et il s'est avéré que Calo, qui n'avait pas encore été aperçu, est resté généralement en marge du groupe, et à l'exception de plusieurs tentatives apparentes d'isolement d'Osos, il a rarement interagi avec les autres oiseaux du groupe. Donc bien qu'il n'y ait aucun comportement de nidification qui était observé, on constate que Sébi, Begb, ISRW, Osos et Cal ont passé plus de temps à proximité l'un de l'autre, et on le sait comment, parce que les oiseaux étaient en train de lisser les plumes les uns des autres à plusieurs reprises. Dans ce bazar, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que la mauvaise reproduction peut mener à la dissolution d'un groupe social par une femelle principale. Parce que l'une des données que je n'ai pas données pour l'instant, c'est que Osos était en réalité la femelle principale d'un autre groupe. Ce groupe ayant été dissous, elle a décidé de passer à, on va dire, l'état de femelle secondaire. Et lorsqu'elle est devenue femelle secondaire d'un autre groupe, il s'est avéré que les interactions entre les partenaires originaux, c'est-à-dire Osos et Calo, eh bien, n'ont pas forcément été conservées. Ce qui signifie qu'il y a peut-être eu rupture entre les deux, rupture au sens, on va dire, incorrect du terme, hein, parce que voilà, les oiseaux n'ont pas fait je te quitte et voilà. Hein. Oui, non. Mais non. Ça veut dire que une mauvaise reproduction, eh bien, il s'avère que la femelle peut prendre la décision de couper les liens avec le mâle principal si celui-ci n'est plus à même de lui permettre de se reproduire. Voilà, c'était le bordel. Sophie, si tu as des questions. Donc effectivement, quand est-ce qu'on a le prochain épisode ? Du coup, il y a une série annoncée sur Netflix J'espère pas. Sur Netflix, du coup Ah, c'est vrai. Très bon. Mais ça, c'est intéressant parce que ça montre que on avait parlé de divorce dans un précédent épisode du Courrier de l'Esterne en montrant que ça pouvait être dû notamment à la recherche de nourriture, plutôt à l'absence de nourriture. Là, on a justement carrément la volonté de rejoindre un autre groupe et non pas pour se reproduire. Alors peut-être que on va avoir effectivement un épisode 2 où on va apprendre que Osos va trahir Begb et qu'elle va partir avec un de ses mâles. On ne sait pas ce qui va se passer. Qui sait Mais force est de constater que cette étude montre quand même la complexité des interactions qu'il peut y avoir entre les oiseaux d'une même espèce. Oui, c'est incroyable. Bon, bah, au moins, on en sait un peu plus sur... Et du coup, là, j'ai l'impression que c'est les femelles qui, plus ou moins, prennent le dessus sur ce que les mâles souhaitent, au final. C'est marrant, ça change un petit peu. Enfin, chez les oiseaux, c'est assez courant, tu me diras. Oui. La femelle est toujours décisionnaire. Hein. C'est... Si ta danse est pas bonne, si ton nid est pas beau, Ah oui, donc tu peux aller être habillé, clairement. Ah bah c'est ça. Donc voilà, c'était un petit peu le bazar. De toute façon, l'étude sera dans la description. Elle est assez courte en plus, donc vous allez pouvoir retrouver tous les éléments. J'ai omis certains événements pour la clarté, comment dire,
de ce passage parce que en réalité il y a le fait qu'ils prennent aussi l'âge en compte des individus, mais c'est vraiment le bazar. Oh, mais non, en fait, ce qu'il nous faut, c'est un schéma. Faudrait qu'on mette un schéma dans les commentaires. C'est vrai. C'est genre un petit diagramme avec machin chose, couche avec truc bidule, mais en fait après ils se sont séparés parce que juste, mais bon, elle l'a trompé avec. Puis... Ah c'est. Ah non, ça pourrait être pas mal. Oh mon Dieu. Donc voilà pour cet épisode d'amour, plume et beauté. J'espère Sophie que tu as apprécié cet épisode. Bah, comme j'ai dit, j'attends la suite. C'est pas moi qui te la racontera alors, hein. Oh, je suis déçue. Oh, on devrait faire ça toutes les semaines, tu sais. Alors, dans la suite de Amour, oh là 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 Plume là et là Beauté. là là. Mon Dieu. Ne me donne pas des idées. Zut. Sophie, après cette petite coupure qui va arriver d'ici quelques instants, on va parler de caca d'oiseau. Voilà. Exactement. Allez, c'est juste après ça. Alors Sophie, donc pas de tutoriel pour les plantes du jardin, mais de quoi allons-nous parler? On va parler de guano, mais de quoi allons-nous parler exactement? Alors, est-ce que tu connais ce qu'on appelle la poupe cam? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, je attends, t'explique le truc. La poupe cam. Attends. Exactement. Ok, d'accord. Comme son nom l'indique. Mais attends, je t'explique comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ah ouais, j'aimerais bien savoir, ouais. Donc, on parle toujours d'oiseaux, ne vous en faites pas. Restez jusqu'au bout. Alors, nous avons des chercheurs. Comme d'habitude, les chercheurs, ils s'ennuient, ils ont des idées. Là, les chercheurs, en l'occurrence, on va du côté du Japon, ce coup-là. Okay. Les chercheurs se sont intéressés à certains oiseaux d'eau. Alors, on va parler du puffin lecomel aujourd'hui. Donc, le puffin lecomel, il me semble qu'on avait déjà parlé de puffin en Corée de la Sterne. Donc, c'est Oui, c'est fort possible. Donc, c'est un oiseau marin qui vit cette fois-ci dans l'océan Pacifique. Cet oiseau marin, c'est assez grand comme bestiole, ça a le ventre blanc, ça a le dessus un petit peu brun, le dessus de la tête aussi, et puis un bec assez long qui ressemble un petit peu à celui des albatros, et des pattes qui sont roses. Alors c'est plus petit qu'un albatros, vous en faites pas, mais ça a quand même à peu près 1,20 m d'envergure, donc c'est quand même assez gros comme bestiole, et c'est généralement quelque chose qui va suivre les bateaux, parce que ça se nourrit principalement de poissons et de trucs comme du calmar. Et ça suit les bateaux parce qu'il sait qu'il y a toujours des restes. Et donc ils aiment bien. Donc c'est assez facile à étudier au final et à attraper parce qu'ils sont assez proches de l'homme, mine de rien. C'est une espèce qui n'est pas exactement menacée, c'est ce qu'on appelle une espèce quasi menacée, donc c'est juste avant que ce soit menacé. Donc on espère qu'elle ne le sera pas. Ça va. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc pour l'instant, ça va encore. On espère que ça ne descendra pas plus bas. Voilà. Donc, ce puffin lecomel, il y a des chercheurs donc du Pacifique, donc autour du Japon, qui se sont intéressés. Alors, ils voulaient étudier à la base la manière dont l'oiseau prend son envol. Parce que vous savez, c'est comme les oiseaux marins, on se demande des fois un peu comment est-ce qu'ils arrivent à décoller à partir de la surface de l'eau. Donc, leur but, c'était de regarder comment est-ce qu'ils prennent leur envol, qu'est-ce qui fait l'aérodynamisme de la bestiole, en quelque sorte. Est-ce qu'ils poussent avec les pattes, est-ce qu'ils poussent avec les ailes, enfin bref. Et donc, ils trouvaient que le meilleur moyen de voir ça, c'était de mettre une petite caméra en dessous de l'oiseau qui va diriger vers le croupion, parce que comme ça tu vois comment est-ce que les plumes de la queue réagissent et comment les pattes bougent en fait. Donc ça leur permettait de voir un petit peu tout ça au décollage. Donc c'est une découverte par sérendipité, on est d'accord? Exactement, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que non seulement ça leur donnait accès effectivement aux plumes de la queue, aux croupions et aux pattes, mais ça leur donnait aussi et surtout accès aux fientes, parce que quand vous regardez vers l'arrière vers le croupion, vous voyez évidemment le cloaque et vous voyez ce qui en sort. Alors, il se trouve que plutôt que d'étudier l'aérodynamisme de la bestiole, ils ont trouvé vachement plus intéressant d'étudier les fientes. Pourquoi ? C'est pas possible. Si. Parce que du coup, ils avaient des données. Les ignobles Nobel sont demain au moment où on enregistre. C'est les prix Nobel, mais pour les trucs rigolos. Et je trouve dommage que l'étude sorte trop tard.
Oui. Ce qu'elle aurait mérité d'y être. Exactement. Donc en fait, ce qu'ils ont étudié, c'est quelque chose qui est finalement assez dans l'air du temps. On se souviendra, il me semble qu'on en a parlé dans le courrier de la Stern, j'avais parlé à un moment d'un article qui disait que les fientes des oiseaux étaient essentielles, notamment aux récifs coralliens. Pourquoi ? Parce que ça apportait des nutriments dans l'eau, dont les récifs, le corail lui-même et tout ce qui vit dans le récif corallien étaient friands parce que ça leur permettait de survivre, tout simplement. Et il y avait une étude qui était sortie, il me semble que c'était autour d'avril-mai cette année, qui montrait que sur les récifs coralliens qui étaient en perte de vitesse, voire les récifs coralliens qui avaient été blanchis, il y avait une possibilité de renouveau si et seulement si c'était à côté d'une colonie d'oiseaux marins qui du coup dispensait beaucoup de fientes dans l'océan en quelque sorte. Et ça permettait donc un renouveau plus rapide de ces coraux avec je crois que des durées qui étaient diminuées de 50% du temps pour le renouveau de ces récifs coralliens. Donc on est quand même sur quelque chose qui est très 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 important. Donc voilà d'où ça vient. La question qui se posait, c'était à quel point et combien d'oiseaux en fait il faudrait pour arriver à faire en sorte qu'un récif corallien se porte mieux, combien un oiseau produit par jour de fientes, surtout un oiseau marin, on sait qu'ils en produisent beaucoup, mais on sait jamais combien, au final on n'a pas les quantités en tête, parce qu'on n'a pas étudié ça pour le moment, puis oui, ça a été compliqué. C'est pas le genre de truc qu'on étudie, je pense. Exactement, ces scientifiques-là se sont posés honnêtement la question, et d'où l'étude qu'ils ont publiée là dernièrement, en août de cette année. Et ils ont, grâce à leur petite, ce qu'ils appelaient du coup la poupe cam, ils ont pu étudier donc la quantité de fois que l'oiseau faisait des fientes dans la journée et arriver à calculer une quantité de fientes, donc de dimension de fientes par journée, par oiseau. Okay. Mm-hmm. Donc ça permet de savoir à peu près combien d'oiseaux il faut pour avoir par exemple 1 litre de guano, par exemple. Alors, en l'occurrence, si vous vous posiez la question, les oiseaux... on veut savoir. Et voilà. Les oiseaux font des fientes principalement lorsque ils démarrent leur vol, donc quand ils décollent. Et en l'occurrence, on suppose que c'est parce que pour décoller, en fait, faut larguer du lest, hein, c'est logique. Exactement. Voilà. Pourquoi quand ils décollent? Ne faites pas ça chez vous, hein, ça ne marche pas. Tu décolles, toi? Je m'enfonce surtout. Attention, le 36e sous-sol n'est pas loin. Donc en gros, les oiseaux décollent. Le 7e ciel, tout va bien. Bref. Les oiseaux décollent et larguent du lest. Alors, les chercheurs se sont posé la question, ils disent pourquoi est-ce qu'ils larguent pas du lest avant? Tu sais, avant le décollage, ils pensent que c'est pour éviter d'attirer les prédateurs, parce qu'on se rappelle que les oiseaux décollent à partir du moment où ils sont sur la surface de l'eau directement. Il y a des prédateurs en dessous qui peuvent venir se faire une bouchée d'oiseaux. Et en l'occurrence, une fiente dans l'eau, c'est facile pour les prédateurs de savoir où est l'oiseau. Donc, vaut mieux lâcher du lest après le début du décollage plutôt qu'avant, parce que sinon tu vas peut-être avoir des problèmes. Donc, c'est logique, en un sens. Donc, ça se fait juste après le début du décollage. Et ça permet aussi de maintenir une bonne hygiène, parce que dans ce cas, t'es sûr que ta fiente tombe. Elle ne reste pas autour du cloaque. C'est quand même vachement mieux. Et en l'occurrence, il se trouve que, vu les fréquences de décollage et d'atterrissage et la quantité de fientes effectuées, les oiseaux, en tout cas ces puffins, faisaient des fientes à peu près toutes les 4 à 10 minutes par jour. Tous les jours. Ce qui est beaucoup. Ça fait beaucoup, parce que ça fait, à la fin de la journée, à peu près 5% du poids de l'oiseau qui a été excrété en fiente. Ah ouais. Ça fait quand même un paquet. Non, pardon, 5% du poids de l'oiseau par heure. Ah oui. Pardon, pas par jour. Ce qui est quand même beaucoup. Par heure. Ouais. Ce qui fait à peu près leur poids total en une journée. Oui. Un peu plus. Oui. Voilà. Bon, ils disent que c'est à peu près une estimation, mais en gros, ça vous donne une idée de la quantité de fientes qui sont produites par chaque oiseau marin en une journée. Ça fait beaucoup. Il y a de quoi nourrir un sacré paquet de récifs coralliens, là. On va pas se mentir. Donc, si on estime qu'il y a à peu près 100 000 puffins sur l'île dont ils se sont occupés
que en tout, on a à peu près dans le monde 424 millions d'albatros, de pétrels et de puffins. Vous imaginez la quantité de guano qui est produite tous les jours. Donc, c'est quand même... voilà, si vous avez une colonie d'oiseaux comme ça fait beaucoup de guano. Et on se souvient que le guano, c'est non seulement utile pour nourrir les récifs coralliens, mais aussi c'est utile pour nourrir tout ce qui est plancton, tout ce qui est truc pélagique qui se balade à la surface de l'eau, ça va aussi se nourrir de ça. Mais aussi c'est important pour beaucoup d'espèces qui, sur les îles, vont nidifier dans le guano. On se souvient notamment des manchots qui font des trous dans le guano pour aller nidifier. Et si vous enlevez le guano, bah il y a plus de terrier et puis bah il y a plus de reproduction. Ou du moins plus parcellaire, c'est normal. Un problème cependant avec cette quantité de guano, parce que bah tout n'est pas rose, voire tout n'est pas blanc, mettons. Ah bah là. Ou presque. Je suis pas sûr que ce soit la couleur, mais oui. Si les fientes sont roses, inquiétez-vous, c'est un problème de maladie. Alors, en l'occurrence... C'est un conseil à donner. Voilà. En l'occurrence, les fientes, c'est un vecteur de maladie aussi. Si vous avez une population d'oiseaux qui est malade, notamment avec la grippe aviaire, les fientes transportent la maladie et contaminent le reste de l'écosystème, en l'occurrence le reste des oiseaux dans l'écosystème. Donc c'est aussi un souci parce qu'avec une production de fientes aussi abondante, il y a un sacré paquet de bactéries ou de virus qui risquent de se balader dans l'environnement si votre population sauvage est malade. Donc c'est un peu un souci. L'avantage des fientes et de ce genre de choses, c'est que maintenant on a beaucoup de techniques qui nous permettent justement de repérer ces problèmes de pathogènes dans les fientes, parce qu'on a beaucoup d'analyses qui se font à partir des fientes. Alors vous pouvez repérer plein de trucs dans les fientes, que ce soit des pathogènes, des parasites, même aussi les niveaux de stress sont aussi visibles dans les fientes quand vous prenez des échantillons. Donc ça vous donne plus ou moins une bonne idée de votre population et de la santé de votre population sauvage, donc vous pouvez agir grâce à ça. Donc les fientes, pratiques parce que ça donne à manger aux écosystèmes, ça aide à remettre en état les barrières de corail, mais aussi ça permet de faire des bioindicateurs pour savoir comment se porte votre population, et ça c'est top. Donc merci la poupcam. Voilà. Non mais j'imagine quand même tous ces scientifiques qui ont passé des heures à compter la quantité de fientes sur les vidéos de croupions d'oiseaux. Moi j'ai une question, Sophie. Oui. Comment es-tu tombée sur cette étude ? Ah, c'est la question à ne pas poser. Ah d'accord. Je n'en dirai pas plus. D'accord, très bien. Voilà. As-tu des idées d'expériences similaires à mener avec des manchots Non. Le comparatif pourrait être intéressant. Je ne dirai rien, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Oh bah dis donc. Oh mon Dieu. Ah là. Ah si j'avais su en lançant le courrier de la Sterne qu'on parlerait de ça, dis donc. T'as vu hein ? Ouais. Non mais... J'aurais peut-être pas lancé l'émission en fait. Hein. J'aime surprendre mon auditoire. Ah bah il faut. Bon. Ah là là. Incroyable. Bon, et bien c'est sur cette histoire de caca que nous allons nous quitter. On espère que cet épisode vous aura plu. C'était pas forcément facile à suivre au début et je m'en excuse avec cette histoire de Mérion de Lambert. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, bien n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça sur YouTube. Vous nous retrouvez également en podcast sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et sur sans doute plein d'autres plateformes bien obscures que j'oublie et je pense que vous ne connaissez pas. Mais j'ai même appris qu'on était écouté au Mexique. Voilà. Il y a une plateforme au Mexique, on peut écouter le courrier de la Sterne. En français, est-ce que c'est pas beau ? Est-ce que c'est pas beau ça ? Il va falloir qu'on commence à parler espagnol, hein, du coup. Oh là là. Mon Dieu. On a vu ce que ça a donné dans un précédent épisode quand j'ai essayé de parler de certains lieux en Afrique du Sud. Hein. Donc, ah oui, ton afrikaans, c'était pas exactement... Ah ouais. Je sais plus si c'était en afrikaans ou en zoulou que t'avais essayé de faire un truc.
c'était difficile. Hein. Je m'excuse auparavant hein, pour toutes les personnes que j'ai pu offenser. Mais tu n'as insulté personne. Je pense que tu as insulté la mère de personne, t'inquiète pas. Tout va bien. Mais donc voilà, si jamais vous voulez nous écouter, eh bien dans d'autres pays, c'est possible. Voilà, vous allez sur toutes les plateformes d'écoute et vous pourrez retrouver cette émission où on parle d'oiseaux et de plein d'autres choses en rapport avec les oiseaux comme le caca. Et c'est là-dessus qu'on va finir. Merci à vous tous et à vous toutes. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. À plus.